Bonjour Yamina. Bonjour. Yamina Saeb, bienvenue sur Limite. Alors pour t'expliquer un petit peu, Limite c'est une plateforme sur laquelle on essaye de vulgariser toutes les questions autour des limites planétaires, que ce soit le climat, que ce soit l'acidification des océans et l'énergie. Et justement, l'énergie, je crois que c'est ton domaine. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Alors, ce que je fais aujourd'hui est un peu différent de ce que j'avais fait à l'origine. Je suis ingénieur, optimisateur des solutions énergétiques et aquatiques dans le bâtiment. C'était ça ma formation de base. Puis après, j'ai fait de l'économie et sciences politiques et je travaille sur les politiques d'atténuation du changement climatique. D'accord. Alors, tu as lancé pas mal d'alertes. On va parler de pas mal de sujets. Avant de rentrer dedans, moi, j'ai une question de base qui est un petit peu la question habituelle lorsqu'on fait des talks ici dans Limite. C'est est-ce qu'on a dépassé la limite ? Ah oui, malheureusement oui. Pour la partie changement climatique, oui. Et puis, le budget carbone qui nous reste est très, très, très limité. Si on continue avec les modes de vie actuels dans le monde occidental, on va vers l'explosion. L'explosion, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire que non seulement, une fois qu'on a dépassé la limite, en fait, il y a un effet domino, c'est ça qui pose problème. On va connaître de plus en plus d'événements extrêmes, comme ceux qu'on a connus cet été. Ça, c'était juste l'entrée, quoi. C'est ce qu'on a connu cet été, c'est rien du tout devant ce qu'on risque de connaître. Et ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de migration. Et c'est un phénomène naturel. En fait, avec nos consommations, notre mode de vie occidental, on empêche le reste du monde de vivre chez eux. Et donc, du coup, ils vont bouger. Alors, du coup, les gens qui se plaignent, en ce moment, on a ce discours sur la bonne immigration, la mauvaise immigration, etc. L'immigration est un geste naturel. Les oiseaux migrent d'une saison à une autre. Et donc, les êtres humains vont migrer de la même façon. Et du coup, il y aura un problème de nourriture, il y aura un problème d'eau, très certainement. Alors, je ne suis pas experte de la partie, je ne pourrais pas vous dire dans le détail, dans chaque région du monde, les problèmes qu'il va y avoir. Mais globalement, on sait qu'on va vers des risques de plus en plus importants où il y aura de moins en moins de nourriture, moins en moins d'eau, et donc les populations vont bouger. On y va cash, ça crée la guerre, ça ? Ça va probablement, oui. Parce qu'on ne se prépare pas du tout pour ça. On va creuser ça dans cette discussion, justement. Comme tu dis, on ne se prépare pas du tout pour ça. On a déjà eu l'occasion de parler pas mal aux antennes et j'ai envie vraiment qu'on approfondisse pas mal de choses. Mais moi, déjà, j'ai envie de commencer sur le traité de la charte de l'énergie. Donc, j'ai découvert ça via toi. Je suis tombé dessus et je suis un peu tombé de ma chaise en me disant qu'il y avait quelque chose qui pouvait, en fait, tout simplement saper toutes les politiques climatiques au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce traité sur la charte de l'énergie ? Alors, qui est déjà en train de saper les politiques européennes. Le traité sur la charte de l'énergie est un traité qui remonte aux années 90, au moment justement où l'Union soviétique a disparu. Les pays de l'Ouest, sous l'influence, à l'époque on n'était que 15, les pays européens, sous l'influence de nos gros énergéticiens comme Total, BP, Shell, etc. Donc ont eu la merveilleuse idée de mettre en place ce traité-là pour protéger les investissements qu'ils allaient faire dans les républiques issues de l'ex-Union soviétique. Et la protection se fait en permettant aux investisseurs étrangers d'utiliser des tribunaux privés, donc l'arbitrage privé, pour attaquer, pour demander réparation si les pays en question, les gouvernements en question, remettent en cause leurs investissements, mettent en place des politiques, par exemple de nationalisation ou quoi que ce soit. Donc à l'époque, ça avait été vraiment réfléchi de façon à ce qu'ils protègent les investissements des pays de l'Ouest dans les pays de l'Est, issus de l'ex-République soviétique, l'ex-Union soviétique. Et une chose à laquelle personne n'avait pensé à l'époque, c'est que ce traité-là allait être utilisé contre nous, les Européens. Et ça a commencé, d'abord, ça a été utilisé contre les pays de l'Est qui font aujourd'hui partie de l'Union. Mais par exemple, ça a été utilisé par EDF contre les pays de l'Est parce qu'ils ont revu à la baisse, ils ont revu la tarification de l'électricité pour des raisons de lutte contre la précarité énergétique. Donc vous imaginez, c'est normalement un gouvernement, il est là pour protéger ses citoyens. Et donc pour protéger les citoyens, ils ont mis en place des tarifs énergétiques
préférentiel, quelque chose d'intéressant qui permet à tout le monde de pouvoir simplement cuisiner son truc sans que ça lui coûte super cher en fin de mois, en quelque sorte. Et ça, c'est le devoir d'un gouvernement, on est bien d'accord. Ça n'a pas plu à EDF, parce que en faisant ça, EDF se faisait moins de fric, et donc du coup, EDF a attaqué déjà, donc ça c'était produit, mais c'était produit à l'Est. Et donc du coup, vous savez, si ça se passe en Hongrie ou en Bulgarie, c'est la Hongrie ou la Bulgarie. Oui, ça reste un peu là-bas. C'est dans la considération occidentale. Voilà, dans la considération, en sachant, il faut quand même garder en tête que ce traité-là a été créé par les 15 de l'Ouest, la partie puissante de l'Europe. D'accord. Et ensuite, quand on a eu la crise financière et économique, le traité a été... 2008-2009. Donc du coup, les pays, c'était en même temps la période où on avait mis en place des politiques pour encourager la production d'électricité à partir des sources renouvelables. Et pour que ces politiques-là fonctionnent, ce que l'école néoclassique nous dit, c'est qu'il faut donner des subventions aux industriels pour qu'ils fassent ça. Et donc, parmi les subventions, c'est qu'on a un tarif d'achat de l'électricité. Donc, eux, ils produisent de l'électricité que le gouvernement achète à un tarif plus élevé que le tarif de vente. Le renouvelable. Voilà, le renouvelable. Et donc, les pays qui ont fait ça très très vite, c'est bien sûr les pays les plus ensoleillés, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Et quand il y a eu la crise financière, d'abord, il y a eu des erreurs dans la façon dont ils ont designé leur politique de tarifs renouvelables dans ces pays-là. Mais c'est pas la seule raison, en fait. Vous êtes un gouvernement, vous êtes face à une crise. Vous remettez en question des subventions que vous avez données, d'autant plus que vous les avez données à des investisseurs étrangers, vous remettez ça en question. L'Espagne a été attaquée, il y a au moins 40 cas contre l'Espagne pour ces changements-là. Alors, ce qui est très triste dans le cas de l'Europe et ce qui est malheureux, c'est que ces fameux investisseurs étrangers, ils ne sont pas si étrangers que ça. Parce que moi, française, si je vais investir en Espagne, je vais être considérée comme étrangère. Des investisseurs européens qui ont profité d'une faille, en fait, dans le système pour attaquer l'Espagne. Le cas du Portugal est encore pire que le cas espagnol, puisque moi, le cas espagnol, on connaît les cas. Ils sont publics. Et donc, ils leur demandent plusieurs milliards d'euros à rembourser. Parce que quand vous attaquez, pourquoi est-ce que les investisseurs choisissent les tribunaux privés? Parce que quand ils vont dans un tribunal privé, ils demandent des milliards d'euros. Donc en fait, c'est une justice parallèle à notre... Attends, parce que je découvre un truc. Il y a des tribunaux privés. Parce que tu l'avais mentionné tout à l'heure, je voulais revenir dessus. Pour moi, il y a un tribunal, c'est le tribunal d'un pays. En quelque sorte, il y a le tribunal international. Ça, c'est pour toi et moi. Voilà, mais il y a des tribunaux privés, d'accord. Oui, si tu es un investisseur... Pour l'histoire de commerce, en quelque sorte. Voilà. Ok, donc ça, c'est mis en place. Nos pays adhèrent à cette idée d'avoir des tribunaux privés. Il faut garder en tête que l'histoire des tribunaux privés ont été créés à l'origine par les Pays-Bas. Au moment où ils ont décolonisé, c'est pour garder la main sur les ressources énergétiques et minérales dans les pays, dans les anciennes colonies. Donc en fait, ce sont des outils néocolonialistes qu'on avait inventés à l'époque pour continuer notre colonialisme. Pour maintenir le statu quo de la situation. Et qui sont aujourd'hui utilisés contre nous. Et ça c'est juste d'un point de vue historique, je dirais que c'est génial, entre guillemets. L'idée est à beaucoup de putes, si je peux me permettre, au reste de la situation. Mais, alors donc, du coup, il y a commencé à avoir des sociétés qui ont commencé, enfin pas des sociétés, donc des groupes, des investisseurs en fait. Des investisseurs, donc en fait, ils se mettent en groupe. Alors où est-ce qu'ils sont localisés ces investisseurs? Dans des pays comme par exemple le Luxembourg ou alors les Pays-Bas, des pays qui offrent des garanties où vous pouvez vous installer, vous avez des aides fiscales. J'essaie de transposer ça sur moi. Moi, demain, je suis un investisseur, j'ai une certaine somme d'argent, j'investis dans de l'énergie, l'énergie renouvelable, mais la politique sur place voudrait faire en sorte que je gagne moins d'argent en tant qu'investisseur, je peux aller porter plainte du coup. Exact. C'est ça. Donc, en fait, je peux vraiment mettre une carotte à tout le monde. Exact. Et dans maintenant le cadre aujourd'hui où les accords de Paris de 2015, la COP 21, on a signé le fait qu'il fallait sortir des énergies fossiles, ça y est, c'est clair, pour éviter ce dont on a parlé en début de vidéo, à savoir que ce soit le bordel à l'échelle planétaire, des conflits, des migrations dues au fait, des migrations, il a toujours existé, mais en tout cas, qu'on se retrouve face à des conflits et des guerres, dues au changement climatique et des pénuries alimentaires et tout ce que tu veux. Donc on doit sortir de ces énergies fossiles, mais entre-temps, les personnes qui produisent des énergies fossiles, en tout cas les investisseurs des énergies fossiles, on doit en sortir. Donc c'est-à-dire que toute politique, tout pays qui décide aujourd'hui de dire « Bon, aujourd'hui les amis, on va respecter nos accords, on va moins consommer de pétrole et de gaz », le gars qui a investi toutes ces pépettes pendant des années, il peut demander des milliards. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est ça que moi j'avais dit en 2018, j'avais prédit ça.
Et les gens me disaient, tu n'es pas Madame Soleil, mais je suis pas du tout Madame Soleil. T'es Madame panneau solaire, là. Non, c'est juste que je connais les politiques énergétiques. Je savais, l'accord de Paris signifie on sort des énergies fossiles d'ici 2030. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Mais tous les pays qui sont signataires du traité, il y en a 53, et alors nous, Européens, on est signataires 2 fois. On est signataires, par exemple, nous, la France est signataire en tant que France, mais signataire en tant qu'Union européenne. Ouais. Alors je ne sais pas, dans le droit, personne n'arrive à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Par exemple, l'Italie est le seul pays de l'Union à être sorti du traité, mais il reste dans le traité à via cause... l'Union européenne. Voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie légalement? Personne n'a répondu à cette question. Moi, je suis pas juriste, donc je peux pas connaître ces trucs-là. Mais je sais qu'il y a un problème. Donc moi, en 2018, dès que j'ai compris comment fonctionnait le traité, c'était au moment où le rapport du GIEC, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur les échanges climatiques, d'experts qui travaillent sur les changements climatiques, était sorti. Donc moi, j'avais compris, j'étais relectrice de ce rapport-là, et j'avais compris que l'accord de Paris signifie on arrête les énergies fossiles d'ici 2030. Arrêter les énergies fossiles d'ici 2030, ça veut dire, étant donné ce traité-là, on va se faire attaquer dans des tribunaux d'arbitrage privé. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, c'est le pays qui a lancé l'idée de ce traité. Et donc, les Pays-Bas se sont fait attaquer par RWE, qui est une compagnie de l'énergie allemande, parce que les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, c'est une histoire très intéressante parce que ils avaient l'objectif de sortir, d'atteindre, ils avaient des objectifs pour 2020 qui n'étaient pas très ambitieux selon la société civile. Donc la société civile attaque le gouvernement dans la Cour de justice des Pays-Bas. Parce que la société civile n'a pas accès à l'arbitrage privé, hein. On n'est que la société civile, nous. Hein. Et donc, il gagne contre les pays, contre le gouvernement. Le gouvernement doit mettre en place des mesures, et la Cour de justice lui impose de mettre en place des mesures plus ambitieuses, dont la fermeture prématurée de certaines centrales à charbon. Et en décidant de fermer cette centrale-là, RWE, la compagnie allemande qui a investi dans cette centrale juste après l'accord de Paris, hein, donc les industriels, ils ont continué à investir comme si que l'accord de Paris n'existait pas. Je pense qu'ils n'avaient pas compris. Et donc du coup, là, l'affaire est en cours. Et combien ils réclament la ils RWE demandent, je me souviens plus combien ils réclament RWE, mais ils demandent de l'argent et ils sont. Mais il s'agit de l'humanité, il s'agit quand même de l'avenir de mes enfants, de notre avenir à tous, et des compagnies ils comprennent quand même. Non. Quand vous êtes un industriel, votre avenir en tant qu'industriel, c'est de vous faire du fric. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, c'est meurtrier. Mais c'est ça, un industriel. Je suis désolée, mais c'est ça la vérité. L'industriel tire une balle dans le pied de son patrimoine même. Il tire une balle dans son propre pied. Mais il s'en fout. Aujourd'hui, le patron des boîtes dans les énergies fossiles ou alors la pétrochimie, toutes les industries qui vivent de la pollution en vérité, ce qui compte pour eux, c'est le chiffre d'affaires, combien ils peuvent montrer à leurs actionnaires à la fin de l'année quand ils font le bilan. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont leurs dividendes. C'est ça qui compte. En fait, ils sont dans une logique différente de la logique dans laquelle le reste du monde est. Mais alors du coup, ça veut dire que toute politique aujourd'hui en Europe qui va être entreprise pour diminuer la part, par exemple la Pologne, ils ont quand même une part de charbon qui est super importante. On sait qu'il faut arrêter ça. Le gaz, je crois qu'il a été mis dans la taxonomie comme quelque chose de vert. Je pense que ça c'est un gros foutage de gueule aussi. Mais du coup, tout ce qui est fait pour sauvegarder notre vie, sauvegarder notre manière d'habiter l'espace et notre avenir, tout ça en fait, on est en train de nous le plomber à coups de milliards, quoi. Parce que c'est des milliards qui demandent... Ce sont tes impôts et les miens. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que c'est nous qui payons, en fait. Ces milliards, au lieu de les utiliser pour la transition énergétique, les gouvernements sont obligés de les payer. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, en fait. L'Union européenne, sur le plan international, l'Union européenne est, en quelque sorte, la voie pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre voie. En fait, il n'y a personne d'autre qui porte ce message-là. C'est-à-dire que la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit qu'on a en Europe. Ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Ils ont mis en place, quand il y a eu la COP26 en décembre, donc les États-Unis, ils étaient sortis de l'accord de Paris, puis ils sont rentrés, mais ça ne change pas grand-chose dans le détail, en fait. Ça change peut-être d'un point de vue de communication, mais pas grand-chose dans le détail. La Chine, maintenant, ils ont un objectif de neutralité carbone, etc. Mais en fait, dans le discours, c'est l'Europe qui porte le discours
discours de l'accord de Paris. Après, je dis bien dans le discours, parce qu'après, lorsqu'on regarde ce que l'Europe fait, on a par exemple une proposition pour 2030 pour réduire nos émissions qui n'est pas alignée avec l'accord de Paris. Mais lorsque vous entendrez la présidente de la Commission européenne ou le président Macron ou tous nos présidents, tous nos dirigeants vont dire que c'est aligné avec l'accord de Paris. Mais les chiffres montrent que ce n'est pas vrai. Mais eux, ils sont dans une rhétorique. Ils se racontent une histoire et ils croient à leur histoire. Ils seront plus au pouvoir d'ici 2030, Macron sera plus au pouvoir, donc on va pas lui en vouloir à lui. Mais ils sont dans une rhétorique il faut savoir que les politiques climatiques, elles sont portées par l'Union d'abord et pas par les États membres. Oui, moins 55% d'ici à 2030. Ouais. Niveau de l'Union. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais même moins 55%, qui n'est pas aligné avec l'accord de Paris, ça veut dire une réduction drastique de notre consommation d'énergie fossile, et pas seulement d'énergie fossile, mais aussi de produits, etc. Il faut qu'on arrête, on surconsomme. On achète, on consomme. C'est ça l'Europe, c'est ça la civilisation occidentale en vérité. Et donc tout ça, il faudrait qu'on arrête tout ça. Et on n'a pas de politique pour arrêter ça. Alors, à côté de ça, donc tu as cité l'exemple de la Pologne pour le charbon. Tout le monde pense à la Pologne quand on parle de charbon, mais le gros problème, c'est pas la Pologne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est le pays de l'Union qui a le plus grand nombre de centrales à charbon. Encore maintenant. Numéro 1. Et ils ont des centrales qu'ils ont fait. Ils ont eu peur depuis Fukushima, ils se sont dit on ferme nos centrales nucléaires, mais du coup... Mais c'est pas... Le nucléaire pose d'autres problèmes, le nucléaire n'est pas la solution, mais ce qui manque... donc du coup, c'est l'Allemagne qui pose problème. Alors, pour revenir à l'utilisation du traité de la Charte, l'Allemagne a été attaquée jusqu'à présent 3 fois, et par exemple, à la crise que l'on vit aujourd'hui, l'Allemagne avait à la trouille de se faire attaquer, et je pense qu'ils vont se faire attaquer encore par Nord Stream 2. Donc elle a été attaquée une première fois par Vattenfall, qui est une entreprise suédoise, soi-disant verte. On voit leurs affiches publicitaires partout, comme quoi ils sont verts. Et pourquoi ils se prétendent verts? Parce qu'ils investissent un peu dans l'éolien et le solaire. Okay. Mais après, c'est pas parce qu'ils ont... Si vous regardez leur... Mais le fond, c'est quoi? Le fond, c'est les énergies fossiles. Ok, d'accord. Mais ils sont verts parce qu'ils ont augmenté la part de leurs investissements dans... Et puis ils communiquent, c'est de la com. Oui. Il y a personne pour marketing, leur dire... Quoi, point. Voilà, il y a personne pour leur dire... Enfin, les gouvernements ne disent pas... Mais non, si vous avez investi si vous avez investi 99% de votre investissement est dans les énergies fossiles, vous pouvez pas prétendre être vert. Sur les 1% de l'autre côté, quoi. Vous trompez la population, donc il faut leur faire payer des pénalités. Les gouvernements ne font pas ça. Alors du coup, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Pourquoi ils le font pas? Excuse-moi, j'approfondis encore, puis on peut revenir au Nord Stream 2. Alors, ils le font pas parce que nous sommes dans des gouvernements libéraux, néolibéraux. L'Europe est néolibérale et ça, c'est un vrai problème. Tenu par les entreprises, en fait. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Parce que si on retourne un petit peu dans l'histoire de l'Europe, on parle souvent... Moi, je travaille beaucoup sur la rénovation énergétique du bâtiment et j'avais dit qu'il nous fallait un plan Marshall comme celui qui avait été mis en place après la Seconde Guerre. Il y a beaucoup de gens à Bruxelles qui ont repris l'idée du plan Marshall, mais ce qu'ils n'ont pas du tout compris, c'est que le plan Marshall a pu être mis en place parce que à cette époque-là, on n'avait pas privatisé tout. C'était les gouvernements qui agissaient. Les gouvernements avaient un pouvoir. Aujourd'hui, ils n'ont pas de pouvoir. Aujourd'hui, ils n'ont pas de pouvoir. Alors, on voit bien un peu avec l'association ils ont ramené plein de personnes pour la Convention citoyenne sur le climat. Bon, ça a été vidé un peu parce qu'on a sur le côté une sorte d'autres réunions avec les chefs d'entreprise qui ont dit ouais, mais si tu fais ça, tu touches à autant de salariés, donc du coup on a peur et on touche à rien et on est dans le statu quo. Et ben justement, tu parles de Nord Stream 2. Là, on est dans un contexte. Alors, je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, mais en tout cas, un conflit a démarré en Ukraine. On s'est retrouvé avec une situation où Poutine a envahi toute l'Ukraine. Il y a du chipotage où l'Europe est en train de couper les fonds, enfin essayer de mettre des grosses sanctions à la Russie de Vladimir Poutine. Et de l'autre côté, il nous tient un peu par le gaz, en quelque sorte. Maintenant, toi, tu disais que Nord Stream 2 était un problème. Alors, Nord Stream 1, il faut expliquer c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? C'est une sorte de pipeline? C'est un gazoduc? Alors, c'est un gazoduc pour faire passer du gaz directement de la Russie vers l'Europe, en vérité vers l'Allemagne, qui a besoin de gaz, qui a besoin d'énergie, parce que l'économie allemande est une économie exportatrice de produits carbonés. Donc, en fait, la richesse allemande, c'est une richesse polluante qui pollue la planète.
Mais on le dit pas comme ça. Donc le modèle, pour nous, c'est quoi? C'est parce qu'ils produisent des biens de consommation comme la Chine? C'est dans cette idée? Ils produisent par exemple des voitures voilà, ah oui, forcément. Ah bah oui, attends, c'était moi une voiture allemande, ok. Voilà. Ouais, d'accord. Donc par exemple, donc en fait, c'est vraiment pas le modèle dans la transition énergétique, mais il se trouve que si on réfléchit uniquement d'un point de vue PIB, l'Allemagne serait le modèle. D'un point de vue environnemental, l'Allemagne est loin d'être le modèle. Alors du coup, l'Allemagne a eu l'idée, parce qu'il y a déjà eu d'autres crises avec la Russie, parce que le gazoduc passait par l'Ukraine, où ils avaient fermé les vannes. Et donc l'Allemagne a eu l'idée de faire passer, il y a eu des discussions avec Vladimir Poutine, de faire passer, d'éviter l'Ukraine en fait. Ils squeezent l'Ukraine, ils font passer par les pays, c'est des pays européens de l'Union, pour ramener le gaz en Allemagne. Alors, pourquoi est-ce que l'Allemagne se retrouve dans cette situation-là? Parce que la transition énergétique, elle n'est pas. Je pense que les politiques n'ont pas compris que la transition énergétique, enfin, l'accord de Paris, ça veut dire que on met une croix à notre mode de vie actuel et on invente un mode de vie sobre. Il faut l'inventer. Voilà, il faut l'inventer. Ça n'existe pas encore. Et ce que nos politiques sont en train de faire, c'est juste... Mais il est nécessaire. Excuse-moi de t'interrompre, mais il est nécessaire. On ne peut pas s'en sortir sans ça. Voilà. On va droit dans le mur sans ça. Mais ce que nos politiques sont en train de faire, c'est qu'ils gardent notre modèle actuel. Ils font des petits rafistolages. Et manu-superfusion. Voilà. Et donc, c'est exactement ça, la transition énergétique, que ce soit en Allemagne, en France ou la transition de l'Union européenne. Et du coup, l'Allemagne, quand ils ont décidé, juste pour revenir pour l'histoire de la charte sur l'énergie et le lien avec Nord Stream 2 et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, quand ils ont décidé de sortir... donc, ils ont été attaqués une première fois par Vattenfall parce que au sujet d'une centrale à charbon qui polluait une rivière du côté d'Hambourg ou un fleuve. Et en fait, la pollution était plus élevée que la norme européenne. Et donc, du coup, ils ont attaqué parce qu'ils leur ont imposé... Qui a attaqué qui? Vattenfall a attaqué le gouvernement. Et Vattenfall, c'est... l'entreprise suédoise verte. Voilà, soi-disant verte, d'accord. Et ils ont demandé 4 milliards d'euros. Donc c'est des milliards quoi. Ensuite, ils ont attaqué une deuxième fois, la même société Vattenfall a attaqué l'Allemagne quand l'Allemagne a décidé d'arrêter ses centrales nucléaires après l'accident au Japon. Et donc, de la même façon, ils ont dit non, notre centrale devait fonctionner encore pour... Parce qu'ils ont investi dans ces fameuses centrales nucléaires, d'accord. Et donc, ils ont attaqué. Et ensuite, là, plus récemment, donc je reviens à l'histoire, parce que le traité a d'abord été utilisé contre les pays de l'Est, mais bon, vous savez, les pays de l'Est... ils savent pas faire leur politique, etc. Puis après, il a été utilisé contre les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal. Il faudrait que je revienne sur Portugal, l'Espagne, l'Italie. C'est les pays du Sud, ils savent pas non plus. Et puis là, hop, ça a été utilisé contre l'Allemagne parce que pareil, ils ont dû changer les subsidies, comment on dit ça, les subventions, les subventions pour les renouvelables. Partout, on doit changer les subventions pour les renouvelables parce qu'il y a eu une chute des prix des renouvelables. Donc, c'est une question de bonne gouvernance. Donc, un gouvernement qui fonctionne normalement, dès que les prix chutent, il enlève les subventions. Elles sont pas là pour la vie. Mais comme il y a le traité, ils se font attaquer les gouvernements. Donc, l'Allemagne a été attaquée 3 fois. Alors, du coup, quand il y a eu l'affaire Nord Stream, quand il y a eu la crise ukrainienne... Avant que tu reviennes, parce que moi, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'on peut t'attaquer parce que tu décides de fermer des centrales qui utilisent de l'énergie fossile, mais on peut t'attaquer parce que la rentabilité de l'éolien et de l'hydroélectrique et de ce qui est positif, en quelque sorte, du photovoltaïque, diminue. Oui. Mais ça va dans les deux sens, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est ça qui s'est passé pour l'Espagne, par exemple. Alors, dans le cas du Portugal, donc l'Espagne, et le gouvernement espagnol n'a pas voulu négocier. À l'époque, je pense que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait avec ce traité-là, parce que ceux qui comprenaient le traité, c'est des gens qui sont retraités. Moi, c'est des gens qui sont retraités qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, comment ils ont réfléchi. C'est ceux qui étaient à la base de ce truc-là à ce moment-là, quoi. Ouais. Et donc, quand il y a eu la crise, ma génération ne connaissait pas ce traité, ça c'est sûr. Mais en fait, ce traité, il est pervers. Tu te fais attaquer dans les deux sens. Mais en fait, tu peux absolument rien bouger. Tu ne peux pas bouger. Parce que forcément, excuse-moi de te dire, mais si on doit faire une transition et prôner la sobriété, on va y revenir à ça, on va revenir à notre stream 2. Mais si on doit avoir une politique de transition énergétique basée sur du photovoltaïque et de l'éolien, c'est-à-dire que forcément, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc forcément, ça gagne moins. Donc forcément, on se fait encore éclater là-dessus. Exact. Je suis choqué, je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Alors peut-être que ce qui va te choquer encore plus, c'est que il y a des gens, parce qu'en ce moment il y a un processus de réforme de ce traité-là, il y a des gens qui disent que ce traité-là est indispensable pour les renouvelables. La preuve, c'est qu'on se fait attaquer quand on change nos politiques de renouvelables.
C'est ça, c'est juste hallucinant que les gens utilisent cet argument-là pour dire qu'on... C'est des fous. Waouh. Voilà. Donc, l'Espagne, il y a plusieurs cas contre l'Espagne qui sont liés aux renouvelables parce qu'ils ont changé les subventions dans les renouvelables et ils ont été attaqués par des Européens. En fait, il y a juste 2 cas japonais et le reste, c'est des Européens. Ensuite, il y a la question du Portugal qui n'est pas du tout connue des gens. C'est que le Portugal aurait dû être attaqué en 2012, au moment de la crise. C'est pareil qu'ils ont connu la même situation pire sur le plan économique que l'Espagne. Ils n'ont pas été attaqués. Pourquoi ? Parce que le gouvernement portugais a négocié avec les investisseurs pour qu'ils ne les attaquent pas. Et de ce que j'ai compris de la négociation, c'est qu'ils ont ils ont rallongé la période pendant laquelle ils bénéficient de la subvention. En fait, c'est comme si que tu as, pour faire simple, c'est comme si que tu as un prêt bancaire, tu ne peux pas le rembourser, tu vas voir ta banque va être gentille avec toi, elle va dire « Ouais, ok, on va rallonger le prêt, on va réduire le taux, tes remboursements mensuels, mais au lieu de rembourser ça sur 10 ans, bah, tu vas rembourser ça sur tes 30 ans, quoi. » Et donc, du coup, tu es étranglé, quoi. C'est ça qui s'est passé au Portugal. Et ça, c'est pas du tout connu. Et ça, c'est considéré comme une bonne pratique par ceux qui connaissent le truc. D'accord. Alors, et c'est ça qui fait que le Portugal est le pays, apparemment, où les prix du renouvelable est le plus cher au monde, parce qu'ils payent indirectement les investisseurs. Et ça, c'est connu de personne. Donc, ni discussion, ni rien du tout. Du coup, on est vraiment... Mais ça reste toujours le serpent qui mord sa queue, en quelque sorte. Voilà. Parce que faut pas que ça coûte trop cher de base. Alors, du coup, se pose la question, normalement, les prix des renouvelables ont baissé. Donc, en principe, dans tous les pays de l'Union, on a dû baisser les subventions. Alors, moi, aujourd'hui, je pose la question, comment se fait-il que nous ne soyons pas attaqués en France, par exemple ? Est-ce que notre gouvernement a négocié quelque chose qu'on va découvrir plus tard, comme l'histoire des Portugais ? Moi, je préfère, dans ce cas-là, le cas espagnol, où au moins on connaît, on sait ce qui se passe, que le cas portugais, où le pauvre citoyen portugais, il sait juste que son électricité coûte lui super cher, et il ne comprend pas pourquoi, parce que pour aller comprendre ce genre de détails, il faut aller... C'est toujours pour faire plaisir, en fait, du coup, aux investisseurs, à l'élite en place, qui est tout au-dessus, et qui est très content de se sucrer un maximum sur toute une population, en quelque sorte. Mais alors, du coup, Nord Stream 2, parle-moi-en rapidement, il n'a pas été fermé, il n'a pas encore été ouvert. Et finalement, ils se sont dit, bon, finalement, on va pas l'ouvrir dû à la situation pour un peu punir la Russie, etc. Alors, Nord Stream 2, avant, il y a eu la directive Nord Stream 2. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique monumentale du gouvernement d'Angela Merkel. Parce que, d'abord, il y a une erreur en Europe, c'est que la transition énergétique, on peut pas la faire pays par pays. C'est ça que nos gouvernements n'ont pas compris. Et donc, il faut réfléchir en tant qu'union et qu'on la fasse en tant qu'union. Donc, quand l'Allemagne prend des décisions toute seule ou la France prend des décisions toute seule, ça, c'est une erreur monumentale parce que on est trop petit, en fait. On peut pas faire ça. Donc, Nord Stream 2, c'est une décision allemande que l'Allemagne a prise. Elle a imposé ça à l'Union après. Après, on fait avec. Mais qu'elle a le droit, le traité européen, le traité du fonctionnement de l'Union européenne, permet aux pays de l'Union de prendre les décisions sur tout ce qui est le supply side, tout ce qui est l'approvisionnement en énergie. D'accord. Ça, c'est une décision... Chaque pays décide comme il veut. Voilà, c'est ça l'erreur en fait. La Belgique peut décider avec le Qatar par bateau, c'est le problème de la Belgique. C'est dans le traité de l'Union. Okay. Donc c'est ça qui ne va pas en fait. Et ça, c'est un point que nos pays... Et si je peux me permettre, notre énergie, on l'envoie et on la reçoit des autres aussi, dans l'Union européenne. C'est l'électricité qu'on envoie dans... Oui, l'électricité, pardon. Et donc du coup, quand il y a eu, pour contrecarrer Nord Stream 2, en fait le monopole des Russes, tout de suite ils se sont rendus compte que ça voulait dire un monopole. En 2018, il y a une directive gaz, une directive européenne, donc ça c'est un règlement européen. Et donc dans cette directive-là, ils ont introduit quelque chose qui ne doit pas être très légal d'un point de vue loi internationale, mais il faudrait un juriste pour regarder ça. Et ce qu'ils ont introduit, c'est que chez nous, en Europe, avec la libéralisation, en fait, on ne peut pas avoir une entreprise qui fait l'extraction, la production, le transport, etc. de l'énergie. Autrefois, par exemple... C'est du monopole aussi. Voilà, c'est du monopole. Donc, en fait, on a fait le dispatching. Ça, c'est chez nous. On a le droit de faire ça chez nous. Ben, ce qu'ils ont fait, c'est que dans la directive... On n'a pas le droit de faire ça chez nous, c'est ça que tu veux dire. Extractivisme, plus transport, tout ça. Donc, en fait, chez nous, on a imposé il n'y a plus de monopole. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait dans la directive gaz, c'est qu'ils ont introduit une clause qui dit que les pays tiers, d'où on importe le gaz, n'ont pas le droit d'être soumis à la démonopolisation, comme chez nous. Je ne pense pas que d'un point de vue droit international, on ait le droit de faire ça.
Mais en tout cas, ça a été fait pour contrecarrer Nord Stream 2. D'accord, ok. Parce que Nord Stream 2, c'est Gazprom. Qui a décidé de faire ça? Ils ont fait ça au niveau de l'Union. D'accord, Gazprom, c'est russe. C'est russe. Gazprom, c'est russe. Et donc, ce que Gazprom a fait, dès que la directive a été adoptée en 2018... Ah mais attends, excuse-moi, mais Gazprom, c'est russe. Donc, et Gazprom fonctionnait comme ça, avec ce principe de monopole. Bien sûr. Donc en fait, ils ont voulu faire ça pour dire à Gazprom, vous allez devoir vous splitter un petit peu, un truc dans le genre. Voilà. Ok. Et donc, Nord Stream 2, c'est Gazprom avec des investisseurs européens, dans Shell, dans des compagnies allemandes, autrichiennes, etc. Donc du coup, ils ont dit à Gazprom, il faut dispatcher, comme ça ils auraient, pour casser le monopole de Gazprom, le monopole russe. Ce que Gazprom a fait, ce que la société Nord Stream 2 a fait, c'est qu'ils nous ont attaqués. Ils ont une société en Suisse qui est signataire du traité, puisque la Russie était signataire du traité sur l'achat de l'énergie, mais elle est sortie en 2009. Et donc, ce que Gazprom, Nord Stream 2 a fait, ils ont attaqué l'Union européenne. C'est le seul cas connu où toute l'Union est attaquée pour l'histoire de la directive gaz. Et ils ont dit, vous n'avez pas le droit de nous imposer ça. Sur le principe de traiter de la charte sur l'énergie. Voilà, exact. Donc ça, il y a un cas en cours. Nord Stream 2 contre l'Union européenne. Et donc pour toi, le fait d'avoir dit « Oh, on va pas ouvrir Nord Stream 2 », que l'Allemagne a exclamé ça, que l'Union européenne a soulevé ça en disant « pour punir Poutine », c'est purement de la poudre aux yeux, parce qu'en fait, c'est pour éviter l'utilisation, c'est pour éviter justement que ça coûte cher comment dire, c'est pour éviter la plainte en quelque sorte. Alors du coup, il y a une enquête faite par des journalistes aux Pays-Bas qui montre que les lobbyistes, d'après eux Shell, les lobbyistes de Shell, étaient à Bruxelles et ils avaient fait en sorte qu'ils avaient bien sûr pensé au cas où on serait attaqué, sachant que Shell est l'un des investisseurs dans Nord Stream 2. Hein. Donc du coup, ils ont dit, si jamais l'attaque se produit, ils ont rédigé le texte de façon à ce que ça soit l'Allemagne qui réponde, même si c'est l'Union qui est attaquée. Et la réponse de la Commission européenne à cette attaque, c'est de dire c'est à l'Allemagne de traiter de ça parce que c'est la mise en œuvre de la directive qui relève des États membres. Ok, je te suis encore. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un cas qui existe déjà. Alors ensuite est venue la crise ukrainienne. Et les Allemands, ils sont pas fous. Ils ont déjà été attaqués 3 fois. Alors les Allemands, pour éviter de se faire attaquer encore, donc pour sortir du charbon, ils ont un objectif de sortir en 2038. Donc ils ont négocié il y a 2 ans. Ils ont négocié avec des propriétaires de centrales à charbon dans RWE encore, mais qui a des parties ailleurs parce qu'il faut être investisseur étranger pour bénéficier du traité. Ils ont négocié avec eux. Ils leur ont dit, ça existe, hein, si vous ne nous attaquez pas, vous n'utilisez pas le traité pour nous attaquer, on vous donne 4 milliards. Voilà. Vous prenez 4 milliards. C'est la corruption un peu, ça. Non, c'est pas de la corruption. C'est comme ça. Ils doivent trouver un moyen de sortir du traité. En fait, il y a une autre solution. Okay, mais Et donc, il y a cet accord qui est là du côté allemand. Alors, du coup, les Allemands, ils savent très bien qu'ils vont se faire attaquer par Nord Stream 2. Enfin, c'est dans... Probablement, ils vont trouver le moyen de Mais est-ce qu'ils ne veulent pas utiliser le conflit en Ukraine comme prétexte? Alors, on n'est pas très sûr. Il y a une clause dans le traité d'exception. Il y a une clause qui dit qu'il y a des exceptions quand c'est lié à la sécurité, que le traité ne puisse pas être utilisé. Mais ça, vous avez à côté des arbitres privés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbitre privé, il se fait du fric, un pourcentage de ce qu'il vous rapporte. Donc, si j'arrive à rapporter 1 milliard et que je peux faire 2%, je gagnerai plus si j'arrive à rapporter 2 milliards. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, on ne sait pas, ça ne s'est jamais produit. Donc, on ne peut pas savoir. Et jusqu'à présent, on a toujours eu de mauvaises surprises du côté des arbitres, d'un point de vue citoyen. Donc, il vaut mieux se mettre dans l'idée qu'il y a un risque qu'ils se fassent attaquer. Et on verra ce qui va se passer et l'histoire nous dira. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, du coup, le chancelier allemand, il n'a pas fait arrêter Nord Stream 2. Il a dit, parce que normalement, pour qu'il commence à livrer du gaz, il faut qu'il soit certifié par les autorités allemandes. Et donc, il a dit, on met en attente la procédure de certification. Le protocole de certification, il faut qu'on change quelque chose dedans. Donc ça, c'est juste une mise en attente. Ce n'est pas la fin de Nord Stream 2 et ce n'est pas la fin d'utilisation du traité de la charte en Allemagne, en fait. C'est une vraie catastrophe. Une vraie. C'est extrêmement complet et c'est incroyable. J'ai l'impression de découvrir le dessous de ce dont on ne parle absolument pas, que ce soit dans les médias ou même dans les médias indépendants en fait. J'ai jamais entendu parler de tout cet à côté autour de Nord Stream 2 quoi.
Mais maintenant, moi, je voudrais te parler d'une chose importante que tu as dit. Tu as dit le charbon a été la principale source d'énergie au 19e siècle. Ensuite, le pétrole et gaz et le nucléaire, principale source d'énergie au 20e siècle. Et les économies d'énergie et les énergies renouvelables vont certainement être les deux principales sources d'énergie au 21e siècle. Les mots sont importants. Tu as parlé donc des énergies renouvelables, je précise, hein, pour ceux qui ne savent toujours pas c'est quoi, et il n'y a pas de problème, on peut toujours apprendre, hydroélectrique, photovoltaïque, éolien, et biomasse, si on peut le rajouter là-dedans. Énergie fossile, forcément, gaz, pétrole, charbon. Mais tu as dit que les économies d'énergie sont une source d'énergie et vont être une source principale d'énergie. J'arrive pas, pour moi c'est contre-intuitif. J'arrive pas à imaginer une économie d'énergie qui devient une source d'énergie. Tu vois, pour moi c'est une économie c'est moins et une source d'énergie c'est plus. Et j'arrive pas à voir le truc. Alors quand on fait le bilan énergétique d'un pays, d'habitude on regarde que ce qui est plus, que la partie plus. Et en fait le bilan énergétique, le plus sert à nourrir le moins, sert à nourrir quelque chose. Si tes besoins en énergie sont moindres, donc du coup, la partie qui est au-dessus de zéro, elle va baisser, quoi. D'accord. Et les scénarios de l'AIE montrent qu'à partir de 2040, les économies d'énergie seraient la première source d'énergie dans le monde si on mettait en place l'un des scénarios de l'AIE, le scénario sur le développement durable. Ils appellent ce scénario. Ça, c'est un vieux scénario. Je pense que le nouveau scénario, c'est encore plus proche. Dans le cas de l'Union européenne, c'est à partir de 2030, en plus avec les scénarios faits par la Commission en 2014, qui n'étaient pas très bons, en fait, point de vue accord de Paris, etc. Et lorsqu'on regarde le bilan énergétique en intégrant la partie économie d'énergie, à ce moment-là, on se rend compte que les économies d'énergie, en hexajoule ou quelle que soit l'unité que tu prends, sont supérieures au pétrole, qui est aujourd'hui la première source d'énergie. Et c'est quoi? C'est des modèles de prévision? C'est quoi? C'est des scénarios pour le futur où qui respectent et qui empêchent une catastrophe climatique et plein d'autres catastrophes en devenir. Qui intègrent le cas des scénarios de l'AIE, ce sont des scénarios qui intègrent la question de la sécurité énergétique parce que l'AIE, l'Agence nationale de l'énergie, a été créée pour des raisons de sécurité énergétique quand il y a eu la crise pétrolière de 73. Et en même temps, ils intègrent le scénario là que j'ai utilisé, il intègre les objectifs de développement durable qui ont été ratifiés par tous nos pays en 2015. Et là, l'AIE, j'ai pas refait le calcul, mais je pense que c'est encore mieux. J'ai pas refait ce calcul-là. L'AIE a sorti un scénario l'année dernière qui est aligné avec l'accord de Paris. Un scénario, quel que soit le scénario, un scénario aligné avec l'accord de Paris, c'est un scénario qui met fin aux énergies fossiles. La différence entre, il y en a plusieurs scénarios, il y en a à peu près 230 scénarios qui sont alignés avec l'accord de Paris, là, qui existent point de vue mondial. La différence entre ces différents scénarios, c'est à quel moment on met fin aux énergies fossiles. Et comment on met fin aux énergies fossiles. Donc, certains scénarios prévoient la fin des énergies fossiles, l'utilisation des énergies fossiles d'ici 2030, d'autres un petit peu plus loin. Et la deuxième, donc c'est le temps, c'est la période sur laquelle ils font ça. Et la deuxième différence, c'est comment. Le comment, je pense, est très important parce que certains scénarios prévoient l'utilisation des émissions négatives. Les émissions négatives, ça veut dire, ça c'est la propagande des énergies fossiles. Ce qu'ils nous disent, c'est que on peut continuer à émettre comme ça. Et puis, de toutes les façons, on aura les technologies en 2050 pour récupérer ces émissions-là. C'est prospectif, ils imaginent sur le fait qu'on aura des technologies qui permettra de capter le carbone, du coup. Voilà, de capter le carbone. Ok. Et donc, mais capter le carbone en technologie, pas capter le carbone de façon naturelle à travers l'océan, les arbres. En technologie, voilà. D'accord. C'est pas la façon naturelle. Ah, il faut une spéculation sur quelque chose qui n'existe pas encore. Sur notre avenir, voilà. Et qui pourrait exister ou ne pas exister, en quelque sorte. Alors, en fait, on arrive à capter un petit peu, mais on ne pourra pas capter à l'échelle, l'échelle, on pourra pas faire. D'abord, on peut pas capter partout, et puis au jour d'aujourd'hui, on sait pas faire ça n'importe où, et on pourra pas capter avec les technologies qu'on a aujourd'hui toutes les émissions qu'on va émettre encore par les énergies fossiles. Donc toutes les publicités que je vois parfois, captation du carbone, ça c'est du bullshit, ça. C'est du bullshit. C'est du fake. Ça c'est du fake, quoi. Ok, d'accord. Mais ça, les citoyens, c'est difficile à expliquer aux citoyens, en fait. C'est très difficile de comprendre ces choses. Ah oui, on nous le met en outre partout. Après, on va pouvoir approfondir ça. Mais donc, du coup, ces scénarios, comme tu l'as expliqué, qui doivent respecter les accords de Paris et qui respectent aussi, j'imagine, peut-être les capacités d'approvisionnement, parce qu'on nous parle qu'il y a moins d'énergie disponible, de toute façon, en fossile. Bon, charbon, je ne sais pas du tout. En termes de gaz et de pétrole, qu'on aurait atteint des pics. Ça chute, ouais. Que c'est en train, voilà, on a sorti le maximum qu'on voulait sortir, et dorénavant, inexorablement, on pourra sortir
à chaque fois moins qu'hier, si j'ai bien compris cette notion de pic. Mais en dehors de cette notion de pic, on ne doit plus sortir. On a un problème. On ne doit plus continuer Voilà, avec ça. on a un problème. On a un problème. La nature, c'est comme une éponge, la planète. Donc, une éponge, vous mettez de l'eau, elle absorbe l'eau, et puis à un moment donné, quand elle a trop absorbé, qu'est-ce qui se passe avec l'éponge? Je sais pas, il n'y a plus d'eau qui rentre, quoi. C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose avec les émissions de carbone. Donc, l'éponge, ça serait la planète Terre, l'eau, ça serait les émissions de carbone. Vous mettez, il y a le budget carbone qui reste est très limité. Et donc, on ne doit plus utiliser d'énergie fossile. Donc ça, c'est vraiment pour éviter des catastrophes climatiques à travers le monde, des phénomènes météorologiques intenses, avec des inondations qui peuvent... voilà, et que ça a un impact sur les récoltes, bref, en fait, sur la stabilité du monde, sur notre civilisation, en quelque sorte. Il faut absolument en sortir. Où est-ce qu'on en est pour l'instant? Alors, on est très mal barré. C'est ça le problème. On est très mal barré. Donc, quand il y a eu la crise de 73, la crise pétrolière, les pays riches, dit les pays de l'OCDE, ont créé ce qu'on appelle l'Agence internationale de l'énergie. Donc, ils ont créé un programme international de l'énergie qui a donné naissance à l'Agence internationale de l'énergie. Et à cette époque-là, ils avaient mis en place des politiques qu'on appelle des politiques de conservation de l'énergie. Dans la conservation, il y a de l'efficacité énergétique, donc de l'amélioration technologique, mais il y a aussi de la sobriété. Mais on ne parlait pas de sobriété encore dans ce monde-là. Et il se trouve que les années 80, le prix du pétrole a chuté et donc on a oublié, même l'efficacité, on n'en faisait pas vraiment. Alors l'efficacité, aujourd'hui, ça fonctionne plus ou moins bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des industriels qui se font de l'argent grâce à l'efficacité, grâce au changement de produits. Donc l'ordinateur que tu achètes aujourd'hui, dans 2 ans, il va rendre l'âme, maximum 3 ans, il a une durée de vie de 3 ans parce qu'il y a l'obsolescence programmée, etc. Et donc quand tu vas remplacer ton ordinateur, on va te vendre un ordinateur qui va être plus efficace que celui-là, mais qui va te proposer plein de gadgets. Tous ces gadgets-là vont consommer de l'énergie dont on ne va pas te parler. Mais bon, et donc du coup, pour produire cet ordinateur-là, tu as besoin d'énergie. Tu as besoin de matières premières et tu as besoin d'énergie. Et du coup, tu continues à consommer, à mettre toute l'énergie qu'on consomme, c'est de l'énergie fossile, hein. Une grande majorité est énergie fossile. Et on a oublié la partie sobriété n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Mais ce qui s'est passé de très important et je pense de très grave, c'est qu'à partir en 94, puisque l'AIE a été créée en 94, les pays de l'AIE se sont réunis. À ce moment-là, la France avait rejoint l'AIE puisqu'on n'était pas dedans au début, et ils ont publié ce qu'ils appellent nos objectifs communs. Et donc dans nos objectifs communs, on a passé de la conservation de l'énergie à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, comme je t'expliquais, donc c'est plus de consommation. Peut-être de façon efficace, mais c'est plus de consommation. Et il n'y a pas de sobriété. Et la sobriété n'est nulle part. Donc j'ai fait un travail pendant les 3 dernières années. J'ai essayé de trouver où est-ce qu'il y avait de la sobriété dans nos politiques au niveau international. Il se trouve que la France est le seul pays au monde où le mot sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique qui date de 2015. Mais cela ne veut pas dire que nous avons mis en place les décrets nécessaires, etc. Et si on regarde par exemple le président Macron pour son annonce pour l'élection présidentielle, il a utilisé le mot sobriété, mais tout de suite après, il dit dans la même phrase, il utilise le mot sobriété, donc ça apparaît dans le discours en France, mais après il dit l'amélioration technologique, qui est en fait l'efficacité. Et attention, parce que je dois bien comprendre un truc, tu me dis si je me trompe, l'efficacité énergétique, c'est le fait, avec une quantité donnée d'énergie, unité 1, j'arrive à faire mieux qu'avant grâce à la technologie, donc j'arrive à aller plus loin. Par exemple, avec une unité d'énergie, avec 1 litre d'essence, je fais autant de kilomètres, et avec l'efficacité énergétique, avec 1 litre d'essence, je fais 2 fois plus de kilomètres. Voilà. Sauf que, est-ce que l'efficacité énergétique consomme plus d'énergie finalement? Ouais. Parce que le fait qu'on ait réussi à réduire, à augmenter l'efficacité, du coup, par exemple, je sais pas, on se dit, voilà, la voiture, elle est plus efficace, on va faire une plus grosse voiture, et donc c'est une histoire d'effet rebond, c'est ça? Voilà, en fait, l'effet rebond, ce que les économistes appellent l'effet rebond, je pense qu'il n'y a pas d'effet rebond sur l'amélioration technologique, c'est une réalité. Mais seulement, la voiture que tu as aujourd'hui, elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lourde, donc elle a besoin de plus d'énergie que la voiture de ton grand-père. Donc on est efficace, mais pour plus lourd. Voilà. Et donc ça change rien. Donc en gros, tu as de l'efficacité, mais ça consomme plus d'énergie parce que c'est plus gros, c'est plus... Et il y a plus alors du coup, parce que si maintenant je fais une voiture qui est capable de faire 2 fois mieux que la précédente, je vais me dire ok, je vais la vendre 2 fois plus. Exact. Ouais, donc en fait l'efficacité énergétique, comme tu dis donc dans le discours de Macron qui parle de sobriété et puis demain amélioration énergétique, c'est plus de consommation une nouvelle fois. Exact. C'est dingue, donc c'est-à-dire que tu es en train de me dire aussi qu'à l'échelle du monde, alors que on l'a dit avant, les rapports précisent que l'économie d'énergie sera la première source d'énergie et que le fossile de toute façon faut arrêter, etc.
mais que ça se retrouve dans absolument aucun discours dans le monde. Alors qu'en fait, l'échéance est là, que ça se passe maintenant. Excuse-moi, mais j'ai envie de sauter par la fenêtre, ce que tu me racontes. Alors, mais le plus terrible, c'est d'avoir des scientifiques qui ne captent pas, qui ne comprennent pas, en fait, la différence entre la sobriété et l'efficacité, et de devoir se battre au niveau scientifique pour parler de sobriété. Parce que la sobriété, ça appelle à un changement de nos modes de vie, surtout nous, occidentaux. Ça veut dire que ça remet... tu peux pas prendre l'avion pour passer le week-end à Barcelone. Ça, c'est pas possible. Oui, tu t'achètes pas des jeux vidéo quand tu veux, tu renouvelles pas ton téléphone quand tu veux, tu vas pas te saper constamment tous les week-ends comme tu veux. Mais excuse-moi, mais c'est le mode de vie qu'on nous vend. Exact. Le rêve qu'on nous a vendu est un faux rêve, est en fait un cauchemar. Mais à partir du moment où tu as même des gens qui sont sensibilisés par les causes climatiques, mais qui ont pour mission de vie de vivre dans la plus grande maison possible, 4 façades, d'avoir un téléviseur, d'avoir quand même des biens matériels, je dis pas pour tout le monde en tout cas, ça veut dire qu'il faut tout transformer. L'école en profondeur, l'éducation, les réseaux sociaux, tout. Exact. Les stars, la manière de concevoir les artistes, tout. Exact. Mais on a le temps de faire une transformation aussi colossale? Alors, l'histoire nous apprend qu'en période de crise, on se transforme. Donc peut-être, moi je garde espoir que je suis très, très triste pour ce qui se passe en Ukraine, mais peut-être que si on est intelligent, là j'ai entendu Bruno Le Maire dire que les Français devront réduire leur consommation d'énergie. J'espère qu'il va aller au-delà de ça et dire qu'on va mettre les politiques de sobriété énergétique. Mais Yamina, il faut expliquer aux gens c'est quoi, parce que si tu leur expliques pas, ils sont dans la rue, ils cassent tout. Oui, je sais. Les gilets jaunes, c'est parce que le prix de l'essence a augmenté. On a redépassé complètement le cap du moment de la création des gilets jaunes. C'est-à-dire que si on n'explique pas et si on n'éduque pas les gens là-dessus, ce qu'on essaie de faire avec les mythes, on se retrouve face non pas à des problèmes climatiques dans un premier temps, qu'on vit déjà, mais on se retrouve face à des personnes qui vont aller dans la rue à raison, hein, parce que à partir du moment où tu te chauffes au gasoil, de chauffage, tout ce que tu veux, et que tes prix sont en train de m'augmenter à un moment donné, tu ne peux pas payer tes vacances, façon de parler, pour toi et ta compagne super loin, et donc tu te sens frustré. Ça veut dire que pour l'instant, on peut tous faire un peu ce qu'on a envie de faire. Mais à partir du moment où forcément c'est que les riches qui pourront faire et que les autres ne pourront pas, ils vont aller dans la rue, ils vont tout casser. Mais comment tu veux garder une stabilité? Justement, ce qu'on va avoir d'abord, c'est d'abord une crise sociale. Et je pense que la crise ukrainienne va accélérer le processus de la crise sociale. C'est ce qu'on va avoir ou c'est ce qu'on a déjà? Je pense que ça va pas tarder à exploser en Europe. Ça va probablement exploser. Je pense que la crise ukrainienne, la crise de l'énergie, va accélérer un processus que les sociologues pensaient qu'il allait se produire, mais peut-être un petit peu plus tard. Et pour moi, la crise des Gilets jaunes, c'était le signal, mais qu'on n'a pas saisi. Alors, revenons sur la crise des Gilets jaunes. Donc, c'était dû à l'augmentation du prix du carburant en France. La Commission européenne, dans sa proposition pour l'objectif de 2030, qu'elle a sorti le 14 juillet, elle nous propose un instrument qui va augmenter les prix de l'énergie, sans la crise, augmenter les prix de l'énergie pour les classes moyennes. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que cet instrument-là, c'est un instrument qui va enclencher un mouvement des Gilets jaunes européens. Ça, c'était avant la crise ukrainienne. Je pense que la crise ukrainienne ne fera qu'accélérer le processus. Et si les catastrophes climatiques qu'on a connues, naturelles qu'on a connues l'année dernière, qui sont causées par les changements climatiques, elles vont probablement s'accélérer, mais je ne connais pas dans le détail où est-ce que ça va se produire. Par exemple, ce qui s'est passé à Liège, si ça se produit dans plusieurs autres villes d'Europe. On rajoute à ça la crise énergétique, on rajoute à ça les vagues de chaleur, etc. Moi, je pense qu'on va vers une crise sociale profonde qui va bien au-delà de la crise climatique. La crise climatique, ça viendra après. Et donc, pour l'anticiper, c'est éduquer un maximum pour préparer au choc. Ouais, mais éduquer les politiques, réveiller les politiques et éduquer les jeunes à voter, à savoir pour qui il faut voter. Si tu éduques le peuple, tu crées des politiciens en devenir là-dedans, qui vont peut-être pas avoir leur vision de carrière, mais leur vision de je vais faire ce qui est nécessaire, quitte à me casser les dents. Mais moi je pense à Pierre Larouturou, qui est un peu, j'ai l'impression dans cet état d'esprit-là, qui est un peu, il est en mode ouais, moi je m'en fous, j'appliquerai le truc et je sais que je vais me faire casser, etc. Bon, de toute façon le pauvre il est même pas au présidentiel, mais je voudrais, parce que c'est la conclusion quand même de notre très sympathique conversation qui je pense a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ce serait quoi ton conseil vis-à-vis de la jeunesse et des gens en général aujourd'hui, là, si tu devais vraiment donner un conseil qui est important? Les jeunes doivent se mobiliser politiquement. Il faut qu'ils prennent le pouvoir. Il faut qu'ils reprennent le pouvoir. Le peuple doit reprendre le pouvoir. On a perdu le pouvoir.
Et donc, en France, on a une élection présidentielle qui va être suivie d'une législative. Il faut absolument aller voter et imposer les politiques. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Aujourd'hui, les politiques ne sont pas des politiques pour le peuple, c'est des politiques pour l'industrie, pour ceux qui se font du fric. Pour ceux qui sont principalement responsables en plus des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, 50% c'est dû aux 10% les plus riches. Moi, quand il y a eu l'expérience des citoyens, l'expérience en France, c'était à la suite la convention citoyenne, c'était à la suite de l'histoire des Gilets jaunes. J'ai tout de suite pensé que ce qu'il nous fallait, c'était une convention citoyenne européenne. Moi, je travaille sur la question énergétique. La question énergétique ne peut pas se résoudre au niveau de la France, ou au niveau de l'Allemagne, ou au niveau des pays individuellement. Elle ne peut se résoudre qu'au niveau européen, et la question climatique aussi, puisqu'on est beaucoup trop petit. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est une convention citoyenne européenne, mais une convention citoyenne européenne qui serait prise au sérieux, pas comme la convention citoyenne française que le président Macron a jetée à la poubelle, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut. Merci Amina pour cette incroyable conversation. J'espère avoir l'occasion de faire une partie 2 un jour encore avec toi. Et on suit de près l'évolution. Et puis, je t'appelais Madame Irma, je t'appellerai pour demander, tiens, ça va être quoi la prochaine crise? Puisque tu as senti les gilets jaunes arriver, que tu as donné pas mal d'infos dans cette vidéo. Merci en tout cas. Merci à toi. Quelle est ta définition du réel ?